Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, tellement contente de vous retrouver. C'est un vendredi où on va s'amuser. Je vous le dis tout de suite, hein. Vendredi, c'est la fête. Bon, évidemment, la fin de semaine approche. On a vécu une semaine extrêmement difficile. Moi, j'ai failli me faire un tour de rein. J'habite une tour à condo et on est obligé de déneiger les balcons. Et moi, j'ai 2 immenses balcons, plus une terrasse sur le toit. Et il fallait que je déneige le balcon. Et j'ai même pas fini. J'ai commencé lundi, j'en ai fait un petit peu lundi, un petit peu mardi, un petit peu mercredi, un petit peu jeudi, un petit peu vendredi. J'espère finir demain. Je suis vraiment en train de me faire un tour de rein parce que tu pognes la neige là, la neige est là, whoop, tu la jettes par-dessus le balcon. Mais avant de l'acheter par-dessus le balcon, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Cybèle Olivier? Te plier tes genoux, te retourner. Ces 2 choses-là. Et il faut que tu vérifies que ça tombe pas sur une voiture. Quelqu'un. Ou un quequin. Un quequin qui est en train de marcher. Ouais. Mais entre le moment où tu prends ta pelle et tu fais schlung par en bas, et là, tu te lèves, puis là, tu te retournes, puis là, ta pelle, elle est lourde parce que la neige est lourde. Là, tu regardes par-dessus le balcon, puis là, tu jettes la neige en dessous, puis là, tu pries. Ben moi, je prie pas, mais tu t'espères, tu croises les doigts en espérant que le temps que ça passe de ton balcon en bas, il n'y a pas quelqu'un qui, tout d'un coup, marche et s'en vient. Bref, je suis contente qu'on soit vendredi. Mais je suis contente que tu n'aies finalement pas de tour de rein. J'ai pas de tour de rein, j'ai tué personne. Bon, ben, finalement. J'ai pas abîmé d'auto, et mon balcon est presque déménagé. Quoique là, mon téléphone est en train de sonner. C'est peut-être quelqu'un dans la copropriété qui appelle en disant « Hey, Durocher, il reste encore 3 cm de neige sur ton balcon. » neige sur mon balcon. Oui, c'est ça. Ça pourrait être bon. Non, la raison pour laquelle, Cybèle, on va s'amuser aujourd'hui, c'est qu'un petit peu plus tard dans l'émission, on reçoit Jules Dassin, qui est le fils de Joe Dassin. Et on se posait la question, toi, t'avais plus tendance à dire Joe Dassin. Moi, j'ai plus tendance à dire Joe Dassin. On va lui demander, est-ce qu'il faut dire Joe ou Joe? De toute façon, il y a une branche de sa famille qui est plus d'origine américaine. Et oui, vas-y. Mais d'ailleurs, j'aimerais vous inviter, parce qu'on en discutait plus tôt, qu'est-ce qu'on aime des chansons de Joe ou Joe Dassin? C'est quoi vos préférés? J'aimerais ça que vous me les textiez, si vous êtes capable de me dire un peu pourquoi aussi, ou qu'est-ce que ça vous évoque. 1-877-827-2346. On les veut, les noms, j'en ai déjà quelques-uns, mais n'hésitez pas à m'écrire, on va en parler plus tard avec Jules Dassin. Et non seulement ça, mais moi, je vous invite, si vous avez du front tout le tour de la tête, hein, moi, j'aimerais ça que vous nous appeliez plus tard dans l'émission et je vais vous donner la chance de chanter du Joe Dassin avec le fils de Joe Dassin. Alors, si vous avez du courage, si vous avez du cœur au ventre c'est le fun. Et que vous avez... C'est un karaoké Dassin avec le fils de... Ben là, je veux dire, il y a juste à Cube que ça arrive, des affaires comme ça. Dans un karaoké, là. Pensez-vous qu'il y a d'autres stations de radio au Québec qui vous offrent ça? Non, mesdames et messieurs, il y a juste à Cube que ça se passe. On va commencer. Donc ça, c'est plus tard dans l'émission, vers à peu près 14h20. Donc, Julien Dassin, il s'appelle le fils de Joe. Ou Joe. On va lui demander. À voir. Moi, j'ai dit Jules. Oui, c'est ça, t'as dit Jules, mais Julien, c'est parce pardon. que c'est son grand-père s'appelait Jules. Bon, on commence à mélanger les gens. C'est pas une bonne idée. On voit que c'est vendredi. On va commencer l'émission en parlant, évidemment, de cette guerre commerciale qui continue avec les États-Unis, qui ont enclenché, en fait, un désir très répandu au Québec, dans le reste du Canada, évidemment, mais beaucoup ici au Québec, un désir très intense d'acheter localement. Alors, vous savez, vous vous rappelez sûrement, la semaine dernière, j'avais fait une dégustation en direct à l'émission. On avait dégusté des Berry Blossom, une compagnie québécoise qui fait une sorte de produit de remplacement pour le Cherry Blossom, qui en plus n'existe plus. Mais là, cette fois-ci, on va déguster ensemble, ma belle Cybèle, de la mayonnaise Magnan, qui a pour vraiment un de ses objectifs, c'est de remplacer évidemment la Hellmann's. On va en parler tout de suite avec Hugo Magnan, qui est président de Groupe Mag. Bonjour, Hugo.
Bonjour, Madame Durocher. Est-ce que vous êtes nerveux à l'idée que je vais déguster en direct? C'est la première fois que je vais manger de la mayonnaise Magnan. La mag. La mag, oui. Non, je suis pas nerveux. En fait, ouais, c'est si il y a un des éléments de notre maillot qui est vraiment extraordinaire, c'est son goût. Puis d'habitude, les gens, s'ils font une corrélation avec la maillot qu'ils achètent normalement, on réussit à convaincre les gens là, normalement. Fait que, quand on regarde des bons commentaires sur les réseaux sociaux, là, on le sait qu'on plaît au goût. Alors, je vais faire un peu, vous savez, Olivier Primo, le gars du Beach Club, il se promène un petit peu partout au Québec, puis là, il fait la meilleure poutine, puis la meilleure scie, puis le meilleur hamburger, puis tout ça. Fait que là, il fait des analyses. Fait que je vais faire mon Olivier Primo aujourd'hui. Alors, d'abord, l'apparence, la couleur est vraiment belle. Regarde, si belle. Oui, ben là, c'est un blanc cassé avec un petit peu de jaune. Oui, voilà. C'est une belle couleur. Oui, tout à fait. On est naturel sur une belle aussi. minéralité. Oh non, ça, c'est les fatigants avec le vin. Ah oui, nous autres, on a bien faim, là. On a très faim. Alors, donc, ça, c'est... à l'odeur, ça sent la mayo. Donc déjà, jusqu'ici, ça a l'air de la mayo, On ça une sent la dégustation, mayo. les yeux fermés, puis de faire laquelle est laquelle. Ah! Ben pars, puis va-t'en chez Métro, puis va-t'en chercher une boîte de... Non, c'est ça, on y Monsieur a pas Magnan pensé. serait plus là. Alors, donc, je trempe mon couteau dedans. Et là, mon collègue André-Sylvain Latour est allé me chercher du pain. Donc, je vais te faire une petite tranche à toi aussi, Cybèle. Parfait. Attends, Je vais m'approcher. je vais faire ici de la mayo mag sur mon pain. Pendant qu'on fait ça, parce que c'est un petit peu fastidieux et un peu long, expliquez-moi donc, depuis combien de temps vous faites la mag, Monsieur Magnan? La mag est faite depuis 2003. On la produit depuis le 2003. On a commencé dans les restaurants. Oui? Oui, dans le fond. Pourquoi dans les restaurants? C'était plus facile de vendre dans les restaurants, évidemment. On avait déjà des clients là, pour qui on faisait des produits. Il faut dire que notre entreprise ne produit pas juste de la mayonnaise. Absolument. On fait toutes sortes de produits. On était connus pour de la mousse de poisson, pour la marque Malimousse, qui est des petits produits là, qui se retrouvent à l'épicerie, un trio saumon, crevettes, homard. Et puis, c'est au travers de ces produits-là là, que les gens ont appris à nous connaître. Puis tranquillement, on s'est développé là, dans le marché de la restauration. Puis on a commencé à faire de la mayonnaise pour d'autres entreprises, pour des chaînes de resto. Et puis, comme ça, on a amené notre maillot tranquillement. Puis c'est seulement à partir de 2020, là, pendant la pandémie, qu'on a réussi à amener notre maillot au détail dans les épiceries. Parce qu'avant ça, on avait essayé, mais les chaînes, c'est un marché qui est très difficile. Juste d'avoir là notre place sur la tablette, là, je le dis souvent, c'est les gens ont l'impression que c'est facile, puis qu'on va cogner à la porte, puis on rentre un produit, puis on décide où est-ce qu'on le met, mais c'est tellement difficile. Donc la première fois qu'on les avait approchés, ils nous avaient dit non, mais avec la pandémie, il y avait de l'écoute, puis on a fait un succès là, à partir de ce moment-là. Alors donc grand succès au moment de la pandémie, vous entrez dans les épiceries. Là, évidemment, depuis que le monsieur avec les cheveux orange a décidé d'imposer des tarifs, il y a évidemment une forme de représailles de la part des habitants canadiens qui disent, nous, on préfère acheter des produits d'ici. Expliquez-moi l'impact que ça a eu sur vos ventes de mayonnaise, des gens qui préfèrent la mag plutôt que n'importe quelle autre marque étrangère. Mais on le sent vraiment là actuellement. Au départ, c'était sur nos médias sociaux, là, on le voyait sur le net. Là, il y a toutes sortes de groupes qui se sont formés là, pour essayer de faire la promotion des produits. On voyait des listes de produits apparaître là, sur les réseaux sociaux. Au départ, je me disais, c'est un engouement. Est-ce que ça va vraiment se traduire sur les ventes? Mais là, à partir de, je dirais, là, fin de la semaine passée, le week-end passé, on a vu que nos tablettes étaient vides à l'épicerie. Ouais. Ben justement, il y a quelqu'un qui nous a écrit qui avait acheté votre mayonnaise la semaine dernière. Il dit, elle est très bonne. Avant, je prenais Hellman, justement. Bonne journée, elle est super bonne. Bon, écoutez, vous avez au moins un fan, mais manifestement, vous en avez pas mal plus qu'un. Donc, quand on voit un succès comme celui-là, évidemment, on espère que ça dure. C'est-à-dire que là, est-ce que vous craignez que, par exemple, là, les gens
veulent faire du mal aux produits américains ou aux produits de l'extérieur. Ils font un coup de tête, ils vont acheter votre produit. Comment on fait pour garder ça sur le long terme puis garder la fidélité du public et des clients? Ben, c'est ce qu'on s'efforce à faire là, depuis 2020. Puis force est de constater que c'est un succès qu'on fait parce qu'on gagne des parts de marché à chaque année. Wow. Actuellement, on sent vraiment que là, ça nous donne encore plus d'amour pour réaliser cet objectif-là, là, de conquérir puis d'en gagner encore plus de parts de marché parce que faut dire que c'est un domaine de géant. Là. On est une petite graine. Là. On dit qu'on est David contre Goliath. Évidemment, c'est un parallèle très facile à faire. Mais à chaque part de marché qu'on gagne pour nous, là, c'est extrêmement important parce que c'est un gros marché. Là. Juste au Québec, c'est plus de 100 millions de dollars. Donc juste la mayonnaise? Oui, le marché de la mayonnaise, c'est 100 millions de dollars par année? Oui. Je capote ma vie. Donc, j'allais dire, vous m'en bouchez un coin, mais plutôt que de m'en boucher un coin, je pense qu'on va le goûter. La goûtes-tu? Oui, bien, j'attendais le moment. Mon Dieu, j'attendais l'invitation. Okay. Alors, 1, 2, 3. Ah! Ça goûte plus fort, je sais pas comment le dire. On dirait que je goûte mieux les ingrédients qui sont présents dans la mayonnaise. Habituellement, c'est plus que ça laisse un petit côté salé, un peu sucré. Là, j'ai l'impression, je sais pas si c'est pas les œufs, mais ou le sucre. Je sais pas, vous, M. Magnan, si vous pourriez répondre à ma question. Ça se peut-tu qu'est-ce que je goûte plus fort? Ben, en fait, c'est que là, vous la goûtez probablement qui est température pièce. Oui, qui normalement, on devrait pas. Normalement, on est habitué de la consommer qui arrive du frigo, qui est froide, mais les saveurs sont plus fortes quand un produit est à température pièce. Bon, ben là, retenez ça tout le monde à la maison. La prochaine fois que vous faites un sandwich mayo tomate, ben là, tu sors ton pot de mayonnaise longtemps du frigo. Moi, je la trouve absolument délicieuse. Bien, normalement, on convainc tous les gens. On a un goût qui est très, très similaire à la compétition. C'est pas la texture, le goût. Oui, elle est vraiment onctueuse. Oui, on a les ingrédients. La liste d'ingrédients est similaire. Les valeurs nutritionnelles aussi. Et le prix, je tiens à le préciser, hein, c'est mon collègue André Sylvain qui est allé chez Métro, pour pas le nommer, et qui l'a acheté vraiment quelques minutes seulement avant d'aller en onde. Et il m'a dit c'est exactement le même prix. Là, il y a pas parce que des fois les gens ont une réticence, Monsieur Magnan, en disant ok, moi je veux bien là encourager les produits québécois, mais si c'est pour coûter plus cher, je vais rester avec mes bons vieux produits américains ou autres, hein, parce que la Hellmann's, c'est important de l'expliquer. C'est que la Hellmann's, oui, elle est vendue au Québec, elle est fabriquée au Canada, mais elle appartient à une compagnie américaine. Par contre, la marque, maintenant, appartient à Unilever. Fait que ça commence à devenir compliqué, mais on sait que c'est pas un produit québécois. Moi, je veux juste que vous me disiez, parce que des fois, on pense qu'il y a des produits qui sont québécois, puis finalement, quand on gratte un peu, on découvre qu'ils le sont pas tant que ça. Vous, vos œufs, c'est des œufs québécois. L'huile de canola, c'est québécois. Tout. Et quand j'achète la mag, là, c'est vraiment un produit québécois de A à Z. Ben, c'est sûr qu'il y a des produits qu'on fabrique pas, tels que le sucre ou le sel, là, qui est pas. Mais là, je veux pas vous chicaner, là. Je veux pas vous chicaner pour le sel. Non, c'est ça. On s'approvisionne des fournisseurs locaux. L'huile de canola, il y a une grande raffinerie là, qui est située à Trois-Rivières. Là. Donc, c'est un de nos fournisseurs qui nous fournit l'huile de canola. Donc, elle vient d'ici. Le canola, c'est canadien. Dans l'Ouest. La céréale, exact. Donc, on est au Canada, on est spécialisé dans la production du canola. Donc, toute la production est faite ici, là, les fournisseurs. Donc, c'est ça. Donc, on essaie le plus possible de s'approvisionner là, toujours le plus près possible. Est-ce que vous trouvez ça triste que ça ait pris une guerre commerciale avec les États-Unis pour que les gens, les Québécois, découvrent un produit québécois? Parce que ça fait des années que vous êtes là et que là, tout d'un coup, les gens disent « Ah, coudonc, au lieu d'acheter de la mayonnaise qui vient de l'étranger, on pourrait acheter de la mayonnaise faite ici. » C'est un peu triste, en fait. C'est triste, mais je pense que les gens, surtout dans les dernières années, ils ont leur budget est beaucoup plus serré, donc ils font des choix qui vont avoir un impact. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire des petits choix. Des fois, ils vont privilégier une marque qui est locale, mais si elle est beaucoup plus chère, c'est un peu plus difficile. Dans notre cas, c'est ça qu'on offre. Là. C'était vraiment notre mandat là, d'offrir un produit
qui étaient au même prix puis qui avaient un goût similaire à la compétition. Mais on comprend les gens des fois là, de dire, ben écoutez, moi je fais un effort, mais j'arrive pas à la fin du mois, donc je payerai pas 10 $ de plus pour un produit. Fait que c'est un enjeu, mais tu sais, on a besoin de l'amour des consommateurs, hein, on le sait. Ah, c'est bien dit. C'est bien dit. Puis en plus, moi, je tiens à souligner que le siège social de votre entreprise est à Saint-Augustin-de-Desmaures. J'aime bien mieux ça qu'une entreprise dont le siège social est à Détroit ou à Washington ou à n'importe où ailleurs, Saint-Augustin-de-Desmaures. D'ailleurs, on salue tous les gens de Saint-Augustin. Merci beaucoup, Monsieur Magnan. Juste en terminant vite, quand vous dites une augmentation, là, on parle de quoi? De 20%, 10%, 30%, 100%? Ben, cette semaine, ça a explosé, là. Tu sais, ce que j'expliquais à des gens, c'est qu'on est habitué de recevoir un petit flot de commandes, puis cette semaine, on a été débordés. Est-ce que ça va être comme ça toutes les prochaines semaines? Je l'espère, mais on est vraiment débordés. Là. On fournit. Bon. On fournit, mais on a la langue, on est épuisé. Là. Ouais. Vous avez la langue à terre, ça tombe bien pour manger de la mayonnaise. Merci beaucoup, Monsieur Magnan. Puis moi, ben c'est sûr que moi, je fais partie des gens qui prennent leurs frites avec la mayonnaise. Tu sais, il y a la famille ketchup, la famille mayonnaise. Moi, je suis la famille. Non? Non, mais non, ketchup. Moi, team mayonnaise aussi. Ah, OK, parfait. Bon, alors, je vais tremper mes frites dans la mayonnaise Mag. Merci beaucoup, Monsieur Magnan. Ben, merci. J'espère que vos auditeurs vont découvrir notre produit. On l'espère aussi. Merci. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. S'il y a une chose qui rassemble tout le monde, que vous votiez Québec solidaire ou pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime, que vous soyez pro-Trump, contre Trump, que vous soyez jeune, vieux, que vous soyez cisgenre, transgenre, non-binaire, peu importe, on a tous quelque chose en commun. Ce sont les chansons de Joe Dassin. Et justement, j'ai, j'allais dire au bout de la ligne, mais en fait, au bout de son écran d'ordinateur, Julien Dassin, qui est chanteur lui-même et qui est le fils de Joe Dassin. Alors, bonjour, Julien. Bonjour, Sophie. Écoutez, c'est extrêmement touchant de vous parler aujourd'hui parce que, je pense que tout le monde au Québec aime, connaît, chantonne, adore les chansons de votre père. Et très bientôt, au mois de mai, vous allez venir ici à Montréal, le 7 mai, au Théâtre Maisonneuve, la Place des Arts, pour présenter un spectacle où vous allez chanter Joe Dassin. Beaucoup de gens qui sont des fils de gens connus ou des filles de gens connus disent « Moi, je veux faire mon nom, je veux rien savoir de mes parents. » Vous, c'est pas votre cas. Donc, c'est une grande fierté pour vous de reprendre l'héritage de votre papa. C'est une fierté et un devoir. Oui. Parce que je ne fais que répondre aussi à la demande de son public. Oui. Alors, nous, on a... Oui. Non. Au début, j'avais commencé avec un show avec plusieurs chansons françaises. Et dedans, il y avait deux titres de Joe Dassin. Et c'est le public qui m'a dit, mais pourquoi 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Et au final, le show est devenu complètement un show Joe Dassin. Voilà. Alors, nous, on s'est amusés ici dans l'équipe de Cube Radio. Ma collègue Cybèle s'est promenée et elle a demandé à tous les gens qu'on connaît, tous les gens ici qui travaillent, c'est quoi ta chanson préférée de Joe Dassin? Et il y a personne qui nous a dit j'en connais pas une. Il y a personne qui nous a dit il y en a pas une que je connais par cœur. Comment vous expliquez ce phénomène-là, cette espèce d'attachement viscéral aux chansons de votre père? Je pense qu'on a tous une histoire. D'abord, les chansons de mon père sont des chansons d'amour. Donc, on a tous connu une histoire d'amour. Donc, on peut tous se retrouver dans ces paroles, dans cette ambiance. Parce qu'au final, une chanson d'amour, elle parle à tout le monde. Ouais. Mais je dirais, c'est un peu simple. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ce sont des chansons d'amour. Il y a plein de chansons d'amour qui sont plates, puis il y a personne qui a envie de les chanter 10 ans ou 15 ans plus tard. Alors que elle dure. Je pense, par exemple, à un petit pain au chocolat. Le nombre de fois où quelqu'un va rentrer dans une pâtisserie ou une boulangerie, puis on peut pas dissocier les pains au chocolat et les chansons de votre père. Ça va rester dans 150 ans, ce sera encore comme ça. C'est ce que j'allais vous dire. Moi-même, quand je vais dans une boulangerie, la boulangère qui connaît
forcément me fredonne la chanson. J'habite pas très loin des Champs-Élysées. Ah, j'adore! C'est impossible de traverser les Champs-Élysées sans entendre quelqu'un qui chante cette chanson. Impossible. C'est presque un hymne des Champs-Élysées. Mais c'est très drôle parce que des fois, vous devez en avoir un peu marre parce que chaque fois que vous rentrez chez la boulangère, elle est là, ah, nanana, les petits pains au chocolat. Je veux dire, c'est pas ça vous tombe. Non, jamais tanné. Non, c'est même c'est marrant. C'est très drôle, j'aime beaucoup. Alors- Beaucoup. Ça ne me dérange absolument pas. Alors, vous avez évoqué les Champs-Élysées. Alors, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de nous faire jouer un extrait de quand vous chantez cette chanson immortalisée par votre père, Joe Dassin. C'est très touchant. Hein? Je suis vraiment très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, Julien. Donc, on écoute ça. Merci. Julien chante son père, Joe Dassin. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi, ouais, excusez-moi, je me fais emporter. Alors, j'ai lancé le défi. Oui, je peux y aller. Non, mais c'est parce que si je chante, Julien, je vous le dis entre vous et moi, hein, si je chante, les auditeurs vont aller ailleurs parce que j'ai une voix de casserole. Non. En plus, là, je suis enrhumée, je tousse à moitié, ça va être dégueulasse. Par contre, C'est la On a- saison. c'est la saison. On a lancé le défi à nos auditeurs et nos auditrices à la station de radio en disant, si vous avez le courage, appelez-nous. Vous allez pouvoir faire un karaoké et chanter en direct avec le fils de Joe Dassin. Est-ce que vous êtes game, comme on dit au Québec? Est-ce que vous embarquez dans notre aventure? Est-ce que j'ai le choix? Ah ben oui, je vous mets devant le fait accompli. Alors, je pense que, Hugo, on a un premier appel. Donc, qui appelle? Alors, attendez. Ah oui, c'est Richard, c'est ça? C'est Richard au téléphone? Allô, Richard? Oui. Ah, Allô? ah c'est Richard. Ah, ben je crois reconnaître ce Richard-là. Bonjour, Richard. Allô, il faut rendre hommage, il faut le dire, il faut rendre hommage aux paroliers des chansons de Joe Dassin. Les paroles sont super belles, je trouve. Ouais, absolument. Alors, Richard... Claude Lemel, Pierre Delanoë. Oui, Pierre Excusez-moi, Delanoë, je Claude sais Lemel. Oui. Tout à fait. Absolument. Alors, Julien, en fait, c'est une blague. Le monsieur qui est en train de vous parler, c'est mon mari. Donc, vous avez dit que c'était des chansons d'amour. Alors, moi, je savais pas trop. Donc, Richard, quelle chanson t'as envie de chanter avec Julien? C'est drôle, hier, on s'ennuyait, et c'est à peine si on trouvait les mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à se dire qui tiennent trop à cœur pour si peu le temps. Mais je l'ai pas, j'ai pas l'air. Ah oui, non, alors là, c'est un peu mélangé parce que c'est la mélodie des Champs-Élysées et... Et les paroles de Salut les amoureux. Alors, Merci! C'est là, j'étais alors- perdu! alors Julien, on va le faire à 3. Puis si tu veux embarquer, Cybèle, tu peux. Et faire On quoi? s'est aimé Laquelle? comme... Non, mais l'affaire, on va le faire. On s'est aimé... Alors, dans les garçons, là. Allez, 1, 2, 3. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Vous allez Mon trop adieu. vite. Nous, on va le faire un peu trop bien. Alors ça, merci On va beaucoup, trop vite. Richard. C'est très gentil. Mais là, Julien, vous nous dites on va trop vite. On l'a Vous allez trop accéléré. Salut les amoureux. Beaucoup. Les matins suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. C'est presque c'est un poème. Mais vous avez tout à C'est fait une raison. histoire. Vous êtes en train de raconter une histoire à une femme, Ouais, ou qui vous voulez, à la personne que vous aimez. ouais. Alors, c'est très particulier parce que, donc, je le dis, ben, tout le monde, évidemment, on a tous une chanson de Joe Dassin dans notre cœur. Vous,
Bon, il est parti très tôt, Joe Dassin. Il est mort à l'aube de la quarantaine, vraiment au tout début de la quarantaine. Il est mort d'une crise cardiaque. Vous aviez quel âge? Vous étiez tout petit? Moi, j'avais 5 mois. J'avais 5 mois. Donc, on peut pas dire que je l'ai réellement connu. Par contre, j'imagine que dans votre entourage, on ne pouvait que vous rappeler l'aura et l'importance de votre père. Est-ce que c'est difficile de grandir avec l'image d'un absent? Alors, forcément, pour toute personne, c'est difficile de grandir avec l'image d'un absent. À la différence pour moi, c'est que mon père était quelqu'un de connu. Et que mon père, je l'ai toujours et je continue à le partager avec son public. Le public, pour moi, est un membre de la famille. Mais vous savez, j'ai fait un gros travail d'introspection sur moi-même depuis plusieurs années. Où justement, j'ai voulu chercher, apprendre l'homme qu'il était dans la vie privée. Et tout ça, je le raconte dans un livre qui sort chez vous. Et vraiment, c'est vraiment ce travail de recherche de l'homme qu'il était. Parce que quand vous perdez votre papa à 5 mois, qu'il soit connu ou pas connu, déjà c'est terrible. Mais quand le vôtre est connu et qu'au final, vous connaissez votre père aussi bien, je le connais aussi bien que vous, finalement. L'artiste. C'est fou, oui. Et ça a été vraiment une recherche de faire parler des gens qu'on n'a jamais entendus, des membres de la famille, des amis très proches, qui m'ont raconté l'homme qu'il était. Et ça, j'avais besoin de savoir ça. Ça, c'est très intéressant comme recherche parce que c'est comme si pour vous construire, il fallait que vous compreniez qui était votre père, au-delà, évidemment, de l'image publique, alors que, normalement, si votre père avait été là pendant que vous construisez, ben, les deux se construisent en même temps. On se construit des fois par opposition à notre père. Mais là, vous construisez cette image de votre père à travers le regard des autres. On voit en ce moment une image de Joe Dassin qui vous tient dans ses bras. C'est très touchant quand vous voyez cette image-là. Julien, qu'est-ce que ça vous évoque? Forcément, j'aurais aimé en avoir des souvenirs. Comment expliquer? C'est inexplicable. Parce que ces images, je les connais, mais je n'en ai pas de souvenirs. C'est très particulier. Donc, très particulier. Ce spectacle que vous allez nous présenter au Québec, ça va avoir une résonance particulière parce qu'une des chansons que vous allez chanter, c'est évidemment « Dans les yeux d'Émilie ». Dans les yeux d'Émilie, il y a quand même un passage où il dit le vieux Québec, les yeux secs, et puis et aussi il parle de la façon dont au printemps, quand la neige fond, on a l'impression que les gens sortent de terre. Sortent de la terre. Ouais. Ben, je peux vous dire qu'en ce moment, on n'est pas sorti de la terre, là. On est sous la neige. C'est pas vraiment le moment de venir au Québec, là. Mais vous savez que je ne viens pas pour la première fois. Je connais bien Québec, bien Montréal. Les yeux d'Émilie a une histoire un peu... Je reviens un peu en arrière, excusez-moi. Oui, allez-y. Vous savez que I Will Survive est devenu un hymne pour les joueurs de football. Ouais. En France et dans le monde. Vous savez quel est le nouvel hymne que des stades entiers chantent pour le rugby et dans les férias en France? C'est les yeux d'Émilie. OK, là, je ne savais pas. Je suis en bas de ma chaise. Ah oui? Mais quelqu'un nous a écrit à ce sujet-là. Ah oui? Il y a un auditeur de Cube qui était au courant. Oui, mais qui disait... Ouais, ben le 15 de France, je crois, le 15 de France chantait dans leur vestiaire lors de la dernière Coupe du monde de rugby, les yeux d'Émilie. Mais non, mais moi, c'est parce qu'en plus... Allez-y. Ça a commencé avec les handballeuses qui le chantaient dans les vestiaires. Puis après, les rugbyman s'y sont mis. Et après, les férias, les férias du sud de la France ont commencé à apprendre ça. Mais c'est des dizaines de milliers de personnes qui chantent cette chanson à tue-tête et pleine de joie. Alors que quand on écoute Les yeux d'Émilie, c'est pas forcément une chanson très joyeuse. Émilie est partie quand même.
Ah ben oui, et puis bon, après, c'est l'homme qui voit Émilie partir, il y a plus rien dans sa vie, là, il y a les yeux secs et son cœur est triste, mais moi je trouve ça très touchant parce que j'ai commencé l'introduction avant de vous parler en disant, tu sais, que peu importe notre orientation politique, notre orientation sexuelle, peu importe notre âge, on aime tous du Joe Dassin, mais l'image des rugbyman, parce que des rugbyman, c'est quand même, faut être baraqué, hein, faut être un peu vraiment. Construit comme une armoire à glace, là, pour jouer au rugby. Donc, j'imagine ces gars-là en train de chanter « Moi, j'avais le soleil, nuit et jour ». Écoutez, est-ce que ce gars-là, cette armoire à glace, n'a jamais perdu une Émilie? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais perdu une Émilie? Donc au final, vraiment, les chansons de Dassin, ce que vous disiez avec les petits pains au chocolat, les Champs-Élysées, les yeux d'Émilie, Si tu n'existais pas, et tant d'autres, on a tous une histoire avec ces chansons. Et on peut tous se les approprier. Alors donc, vous venez à Montréal le 7 mai pour présenter ce spectacle. Il va y avoir également le livre, la biographie de Joe Dassin que vous écrivez. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce que vous avez appris au sujet de Joe Dassin, votre père, en écrivant ce livre, en faisant la recherche pour ce livre? Alors, je ne vais pas forcément tout vous dévoiler, il va falloir lire ce livre. Mais j'ai beaucoup appris sur l'homme, l'homme privé, l'homme, et pas l'artiste. Il y a énormément de personnes, la famille, des amis très proches, des gens qui n'ont jamais parlé. Et quand je les ai appelés, je écoute, raconte-moi. Et c'était limite un soulagement. Ils me disaient, ah, enfin tu nous demandes. Ah oui. Ah oui, comme c'est intéressant. Peut-être que c'est moi aussi. Peut-être que il m'a fallu du temps pour aller demander à ces personnes. Et peut-être que eux attendaient, enfin c'est sûr, eux attendaient que je leur demande. Donc c'est vraiment une recherche pour savoir vraiment l'homme qu'il était. Ben écoutez, j'ai très hâte que le livre sorte. Pour les gens qui sont cinéphiles, pour les gens qui aiment la musique, évidemment, et la chanson, c'est-à-dire tout le monde, évidemment, vous êtes le fils de Joe Dassin. Pour les gens qui sont cinéphiles, vous êtes le petit-fils, en plus, de Jules Dassin. Alors, parlez-nous un peu de cet illustre grand-père qui fait en sorte que vous êtes vraiment issu d'une lignée d'artistes extrêmement talentueux de génération en génération. Écoutez, moi je me souviens de quelque chose qui était très drôle avec mon grand-père quand il me parlait. Puis, oh là là. Puis alors j'ai vu Charles. Et puis on a fait ci, on a fait ça. Mais qui est Charles? Et il me parlait de Charlie Chaplin. Ben c'est ça. Vous comprenez rien, il vous parle d'un Charles, vous ne savez pas qui c'est. Et vous vous rendez compte qu'il vous parle de Charlie Chaplin. Ah, et quand Alfred m'a appris ceci, cela, mais Hitchcock? Qui est Alfred? Alfred Hitchcock. Il vous parle que de monstres sacrés. Mais pour lui, c'était quelque chose de, entre guillemets, naturel. Non, mon grand-père, bien évidemment, m'a énormément parlé de mon père, de l'homme qu'il était. Surtout l'homme. Parce que l'artiste, comme je vous le disais, je le connais aussi bien que vous, finalement. Mais l'homme, vous savez, quand on grandit, là, donc je suis plus vieux que mon père. Alors, je ne sais pas quel était son plat préféré, quel artiste il admirait, quel était son parfum. Vous savez, on se pose tout plein de questions. Et alors ces questions-là, Pardon? Non, allez-y, je pensais que vous aviez fini. Donc, ces questions-là, vous cherchez à y répondre dans le livre. Tout à fait. Voilà. Alors, comme je vous disais, on a demandé à tous nos collègues, puis là, je ne sais pas si Fred, est-ce que Bérard? Jeff? Est-ce que Jeff est pas loin? Il est parti? Parce qu'on a demandé à tous nos collègues donc quelle était leur chanson préférée de Joe Dassin, mais là, il est allé se cacher, Jeff.
Et lui, c'est les Jardins du Luxembourg, mais la version extended. Ah, il est là, viens-t'en, Jeff. Je me cachais. Ben non, il se cachait pas, il était derrière la porte. Et alors, il y a une version extended avec un petit bout de disco. Là, t'as donné un petit extrait aux collègues pour qu'on la fasse jouer. Je sais pas si elle est prête, par contre. Ouais. Je pense pas qu'elle soit prête parce Alors, que oui, il y avait... au début de segment. Ouais, alors on va demander à Julien. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que Joe Dassin disco, là, c'est un peu... C'est quoi cette histoire-là, là? Bah, après, voilà, ça faisait partie aussi de l'époque. Ouais. Au moment où tout le monde est parti sur le disco, il s'y est essayé, et la preuve qu'il n'est pas resté dedans, puisqu'ils ont fait la version courte et ils ont retiré la partie disco. Mais les deux étaient sortis en même temps, ou alors à un moment donné, il a renié la version disco de... Non, il n'a pas renié la version disco, attention. Je vous rappelle qu'elle fait 13 minutes. Avec la version disco, c'est 13 minutes. Alors moi, Donc, j'imagine... Ouais, alors j'imagine très bien, même si c'est pas dans le même quartier, que vous pourriez, dans une journée, rentrer dans une boulangerie, acheter un petit pain au chocolat, que la boulangère vous chante la chanson des petits pains au chocolat. Ensuite, vous allez au Jardin du Luxembourg, vous chantez les Jardins du Luxembourg. Ensuite, vous allez aux Champs-Élysées, vous chantez Champs-Élysées. Après ça, vous allez à Orly, vous prenez... ou à Roissy, vous prenez un avion, vous venez à Québec, vous chantez dans les yeux d'Émilie. Vous avez fait une journée Joe Dassin. Est-ce qu'on a un petit extrait des Champs-Élysées disco? Et l'été indien. Et l'été indien. Ah oui. Qui n'est une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Ouais. Exact. Mais vous savez qu'on n'a plus vraiment le droit de dire l'été indien au Québec? Ah, ben là. L'été des Indiens. Ouais, l'été indien, l'été des Indiens, on fait attention à ce mot-là. C'est comme les woke sont passés par là, mais peut-être qu'on fera une chanson un jour là-dessus. Je veux juste qu'avant qu'on se quitte, qu'on écoute un petit bout de Jardin du Luxembourg version disco pour voir comment vous réagissez quand on l'écoute. Hein. Je voulais réussir dans la vie. Et j'ai tout réussi, sauf ma vie. J'avais en moi un grain de folie qui n'a pas poussé, qui n'a pas pris. Dis-moi ce que j'ai fait de ma vie. Dis-moi ce que j'ai fait de ta vie. Alors, c'est la chanson de notre chef technicien ici, Jeff Bérard, à Cube. C'est ta toune. Ça fait mon week-end. Moi, je suis parti pour le week-end. Toute l'œuvre de Joe Dassin, des chansons formidables. Toi, tu as choisi la version disco. Ouais, c'est mon petit côté. Hop, la vie du vendredi après-midi. Bon, on aime ça. On aime tout le monde, puis tous les goûts sont dans la nature. Julien, vous pensez quoi du choix de Jeff? Alors, que vous dire? Plusieurs fois, j'ai demandé aux diverses productions avec lesquelles je travaille, je fais, écoute, il faut faire le Jardin du Luxembourg, mais la version courte. Et ça n'a jamais pris. Les seuls qui l'ont faite en version courte, c'est vous. Ah, voilà. C'est vous, les Québécois. Vive le Québec. À chaque fois qu'il y a... voilà, chaque fois, c'est vous. Ben, Julien Dassin, vous êtes chanteur. Évidemment, vous êtes le fils de, mais pas que. Ça va être un plaisir de vous retrouver le 7 mai à Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous de faire un vrai karaoké. Ça a été très sympathique. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Merci. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Hier, c'était la finale du match des 4 nations. Je sais pas, un match, une compétition, je sais pas comment. En tout cas, bref, il y avait des gars qui jouaient au hockey, là, puis bon, c'était les 4 nations, puis là, on a fait jouer l'hymne national. Et en fait, c'est une interprète de Winnipeg qui est bien connue quand même au Canada anglais, Chantal Kreviatuk, mais ça a vraiment soulevé beaucoup de critiques. On en parle avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sophie, ça va bien? Ben, moi, ça allait bien jusqu'à temps que j'entende l'interprétation vraiment bizarroïde de Chantal Kreviatuk de... Des A-I-E. Ça, c'est Cybèle qui fait une imitation de Chantal. Mais c'est vraiment ce bout-là qui était particulier. Ouais, il y avait plusieurs bouts particuliers. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de son interprétation? Moi, je suis très sévère avec ça, dans le sens aussi, tu t'embarques dans un événement aussi prestigieux que ça,
tu te retrouves à chanter l'hymne national, ben, tu te prépares en conséquence et tu ne bouges-tu pas ainsi les paroles de, se tromper avec le Haut-Canada. Elle a dit une phrase en français et elle l'a carrément massacré. Au niveau de la voix, mais ça, j'en parle même pas. C'était catastrophique. Pourtant, c'est une chanteuse. Bon, on s'entend. Chantal Kreviazuk n'est pas Céline Dion. C'est pas une chanteuse à voix non plus. Elle est plus une petite chanteuse de fin des années 90, début années 2000, à l'Alanis Morissette un peu. C'est un peu l'Alanis Morissette de l'autre compagnie de disques de l'époque. C'est drôle, ça. Tu sais, à l'époque, mais moi, ça me prend ma Tracy Chapman, c'était un peu comme ça. Donc, c'est une chanteuse qui a eu un succès au début des années, fin 90, début 2000. C'est pas elle a 7 albums, dont le dernier, un album de Noël. Ça regarde tout le temps mal dans ce temps-là. Mais, quand même, moi, je me demande tout le temps, même les hymnes nationaux au Centre Bell, tu le sais, Sophie, on fait partie du milieu culturel, on connaît des talents fous à la voix. Ben oui. Où est-ce qu'ils les prennent, ces chanteuses qui sortent d'un chapeau pour chanter l'hymne national? Je sais, je comprends jamais. Puis donc, sauf quand ils prennent Ginette, ça marche. Dans le fond, c'est Ginette qui aurait dû prendre. Ils auraient dû prendre Ginette puis l'envoyer aux Quatre Nations. À la limite, oui, puis on pourrait en nommer plusieurs chanteuses qui auraient pu faire le travail. Mais pourquoi chanter? Tu sais, c'est drôle parce que sur les réseaux sociaux, on pense même à un complot pour saboter un peu l'hymne national canadien. On n'ira pas là, je pense pas que c'est le cas. Mais non, c'est une Canadienne, là, elle n'a pas fait exprès. Exactement. D'ailleurs, elle s'est expliquée parce qu'elle a changé les paroles. Elle a changé les paroles en anglais pour exprimer une forme de, non pas de suprématie, mais d'autonomie canadienne par rapport justement aux visées américaines et à la volonté énoncée clairement de la part de Donald Trump de faire du Canada un 51e État. Alors, au lieu d'en parler, on va l'écouter, hein, parce que comme disait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. On va écouter ça, donc l'hymne national plutôt douteux de Chantal Kreviazuk. Au Canada, terre nos arieux, true patriot love that only us command. With glowing hearts we see thee rise, the true North strong and free. OK, moi, là, je trouve ça extrêmement désagréable. Alors, juste là, on a eu 3 enfants. Comme disait Cybèle, elle dit « terre de nos arieux ». Ah ouais, c'est toi. Hey, on fait partie de ce pays-là. Si tu chantes un bout en français, arrange-toi donc pour demander « pogne un francophone, non? Regarde, soulève une coupe de poubelle, il doit en avoir une coupe de francophones qui traîne. Pogne un francophone, dis comment ça se prononce ça, ce mot-là? A-I, avec des petits trémas sur le dessus. Comment ça se prononce? Voir qu'elle n'est pas capable de prononcer le mot « aïeux » dans notre hymne national, c'est tellement insultant. Puis même la suite de l'hymne, même en anglais, il y a des bouts où c'est même pas reconnaissable tellement ça va dans tous les sens. Elle baisse la note, elle remonte la note, ça fausse. Hey, t'es une chanteuse, c'est ton métier dans la vie, là. On te demande pas d'apprendre une chanson en russe, là. On te chante en anglais, t'es une chanteuse anglophone. Donc, moi, j'ai tendance à être sévère pour ce genre de truc-là. Si tu t'embarques, ben, tu y vas à fond, tu te prépares, puis tu fais ce qu'il faut. Elle n'a pas fait ce qu'il faut. Disons que si j'étais à la voix, mon fauteuil ne se retournerait pas pour elle en ce moment. Non, mais ça, c'est une très bonne image, Patrick, parce que c'est vrai que normalement, si elle passait des auditions, tu sais, elle aurait même pas été choisie pour faire Starac. Rien de rien, là. Même les talents Catelli l'auraient pas pris. Exactement. Même l'école des fans, peut-être que ça n'aurait pas passé. Donc, c'est impardonnable. Honnêtement, ça me donne pas envie d'écouter sa musique aujourd'hui, ça me donne pas envie de... Puis en même temps, le choix. Moi, je comprends pas qui choisit. Il faudrait peut-être éventuellement aussi envoyer une liste de noms à ces dirigeants qui choisissent les chanteuses pour les hymnes nationaux parce qu'ils semblent pas avoir le même répertoire que nous. Alors, on va écouter quand même, parce que je pense que t'as envoyé à Jean-Philippe. Jean-Philippe, t'as un extrait de Chantal Kreviazuk qui chante du Chantal Kreviazuk. On va peut-être voir, parce que peut-être quand elle change ses propres affaires, peut-être que c'est bon. Là. Je sais pas, on va juger, puis on va comparer, puis on va lui donner une note sur 10.
Ouais, je veux dire, on sait-tu si elle chante ou si c'est de l'autotune ou je sais pas, là. Mais tu sais, on se jette pas à terre, là. C'est pas comme oh mon Dieu. Non. Hey, c'est pas une grande voix. Et bon, on peut mettre le dos aussi sur le dos du stress, mais il y a des limites au stress quand même. Ta job, c'est de performer, tu l'as pas fait. Donc, ouais, comme on dit, c'est pas une chanteuse à voix, c'est peut-être le mauvais choix aussi. C'est peut-être pas une fille qui est très bonne sur la pression. C'est pas une fille qu'on a vue souvent en show non plus, donc je ne sais pas. Oui, elle est à blâmer, mais les décideurs qui ont dit « Ah, ça va être Chantal Kreviazuk », je ne sais pas pourquoi ils ont sorti cette fille-là on va leur envoyer. De l'ombre, parce qu'on la voit pas beaucoup, mais pourquoi, je ne sais pas. Puis aujourd'hui, je suis allé voir ses réseaux sociaux, elle ne s'excuse pas, rien. Donc voilà. Non, mais elle a expliqué par contre sur Instagram pourquoi elle avait changé les paroles, puis elle disait que c'était pour exprimer notre colère. Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous pendant toutes ces semaines. Merci beaucoup. Un plaisir, Sophie. Patrick, à très bientôt. Bye bye. Merci à Hugo, merci à Jean-Philippe, merci à Cybèle. Bonne mayonnaise, puis on se retrouve lundi.